Je suis très préoccupé lorsque j'entends des déclarations du type « l'Ukraine est trop faible pour négocier la paix ». Et c'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, une organisation que nous respectons, et où nous sommes membres avec les États membres turcs. Alors je pose publiquement la question au secrétaire général. Combien de Russes, d'Ukrainiens et de civils doivent encore mourir avant que quelqu'un ait le sentiment que l'Ukraine est suffisamment forte pour négocier? Je suis pour un cessez-le-feu immédiat que M. Zelensky a absolument rejeté lors du Conseil européen à Bruxelles. Je tiens à souligner que je suis convaincu que nos relations avec la Slovaquie et notre solidarité au sein de l'OTAN continueront de se renforcer grâce au partenariat stratégique annoncé et signé aujourd'hui. J'espère que les documents signés aujourd'hui conduiront à des résultats positifs. Je cède maintenant la parole à mon cher ami, le Premier ministre Fico. Monsieur le Président, chers amis turcs, chers invités, je ne peux commencer autrement qu'en remerciant pour l'hospitalité, en remerciant pour toutes les manifestations d'amitié. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier personnellement le président et les autres responsables du gouvernement turc pour m'avoir envoyé, au cours de la période très difficile pour moi, en mai 2024 à Jassel, un message de solidarité. La dernière fois, Monsieur le Président, que j'étais ici chez vous, dans votre magnifique pays, c'était en 2015. Cela fait donc 10 ans depuis ma dernière visite et chacun qui vient dans votre pays doit confirmer l'énorme développement. Vous êtes aujourd'hui indiscutablement un acteur mondial déterminant, politique, économique et également sur la scène internationale. Et à cela, je vous adresse mes sincères félicitations. Après 10 ans, toute la délégation slovaque est venue, mais aussi les entrepreneurs qui m'accompagnent, pour approfondir notre amitié et notre partenariat. Ce n'est pas toujours uniquement une question de signer des documents. Nous attachons une grande valeur à ce que nous ayons aussi fait des actes formels aujourd'hui. Mais je n'en doute pas, Monsieur le Président, que nous deux, au moins, nous savons nous tenir côte à côte, peu importe que les temps soient bons ou mauvais. Cela montre à quel point l'amitié est solide et si elle peut être construite. Le gouvernement de la République slovaque suit avec un grand respect la politique étrangère rationnelle, pragmatique et axée sur la paix de votre pays, Monsieur le Président. Et il y a beaucoup à apprendre de cette politique. Je tiens à vous encourager vivement, Monsieur le Président, car nous partageons exactement les mêmes opinions sur le conflit militaire en Ukraine. Je vous encourage à déployer toute l'énergie nécessaire, et que la Turquie puisse devenir un pays hôte pour les acteurs clés de ce conflit. Un pays qui pourrait contribuer à la paix et à un cessez-le-feu tant souhaité, car les meurtres auxquels nous assistons en Ukraine n'ont absolument aucun sens. Parce que la solution militaire dans cette guerre en Ukraine n'existe pas. Je suis heureux que nous ayons pu échanger nos points de vue sur ce sujet. J'ai également informé le président de ma rencontre avec le président Poutine, ainsi que des rencontres que j'ai eues en Chine et au Brésil. Nous suivons avec beaucoup de respect votre politique prudente concernant la Syrie. J'ai reçu de la part du président beaucoup d'informations qui me sont extrêmement précieuses, car elles viennent de la première main. Je souhaite encore une fois que la Turquie joue un rôle décisif concernant la Syrie, et qu'elle n'autorise pas la Syrie à s'engager sur la voie du chaos et de la confusion, que nous voyons aujourd'hui dans une grande mesure en Libye, mais peut-être aussi dans d'autres pays du monde où un régime est tombé, mais aucune alternative raisonnable et digne n'est apparue. Nous avons les mêmes opinions sur le cessez-le-feu à Gaza. Nous nous réjouissons que le 19 janvier ce cessez-le-feu soit entré en vigueur. Nous nous réjouissons pour chaque programme qui assure le retour des personnes qui ont été enlevées. Nous nous réjouissons que ce soit peut-être le deuxième jour où les enfants, les personnes vivant à Gaza, n'ont pas à entendre les terribles bruits de la guerre. D'autant plus qu'il est évident pour nous quel rôle important et souverain joue la Turquie ici. Oui, Monsieur le Président, je suis un partisan d'une politique étrangère souveraine de la Slovaquie, qui est ancrée non seulement dans notre programme gouvernemental, mais aussi dans nos esprits. Nous sommes membres de l'Union européenne, nous sommes membres de l'OTAN, et nous sommes vos alliés dans l'OTAN. Nous attachons une grande importance à cette appartenance et la considérons comme notre espace vital. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne parlerons pas ouvertement des défis que cette appartenance entraîne. Cela ne signifie pas non plus que nous ne développerons pas de bonnes et amicales relations avec tous les pays qui souhaitent de telles relations. Je veux également déclarer ici à Ankara que nous ne dévierons jamais de cette voie de la politique étrangère souveraine slovaque, fondée sur notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous prenons en compte, Monsieur le Président, que la Turquie continue de manifester l'ambition de devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Je suis prêt et continuerai à offrir toute notre expérience des difficiles négociations d'adhésion avant 2004.
mais surtout à partager notre expérience des énormes erreurs que nous avons commises en 2004 et dans les années qui ont précédé. Je souhaite que la Turquie puisse réaliser son ambition de devenir un membre à part entière de l'Union européenne dans les plus brefs délais. Et sur cette question, vous avez le plein soutien du gouvernement slovaque. Les relations bilatérales entre nous ne sont entachées par rien. Nous pouvons nous concentrer pleinement sur l'atteinte de l'objectif que vous avez très justement déclaré, Monsieur le Président, à savoir l'augmentation du commerce bilatéral à 5 milliards d'euros par an. Si nous regardons la dynamique des relations mutuelles, je n'ai aucun doute que cet objectif peut être atteint. Nous avons abordé plusieurs projets spécifiques. Nous voyons des opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire. Nous voyons des possibilités de coopération dans la gestion de l'eau. Nous voyons également des opportunités de coopération dans l'industrie automobile, où la Turquie suit à juste titre la voie des nouvelles technologies et des innovations, et devient aujourd'hui un leader mondial dans de nombreux domaines. En dehors des sujets principaux, nous avons également consacré de l'attention à la question de la sécurité énergétique. Il est de notoriété publique que la Slovaquie critique ouvertement et sans aucune réserve la décision du président ukrainien, M. Zelensky, d'arrêter le transit du gaz à travers le territoire ukrainien. Cette décision nuit gravement à la République slovaque ainsi qu'à l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons très justement évalué aujourd'hui la situation qui en découle et je tiens à saluer la position du président, qui a immédiatement proposé une alternative de communication entre la vice-présidente du gouvernement et la ministre de l'économie de la République slovaque, Madame Šaková, et le ministre turc compétent. Une communication qui, en collaboration avec notre partenaire russe, permettra à la Slovaquie de continuer à recevoir du gaz en provenance de Russie, ce qui assurera non seulement la stabilité des prix, mais garantira aussi la sécurité énergétique et constituera également une forme de diversification. Je remercie donc, Monsieur le Président, de nous ouvrir ces possibilités offertes par Turkstream et je crois que les accords que nous sommes prêts à conclure seront bénéfiques pour toutes les parties concernées. Je rejette également toute tentative de nuire pratiquement au dernier flux de gaz de l'Est vers l'Ouest. Après l'arrêt du transit à travers le territoire ukrainien, nous avons été témoins d'une tentative d'attaque militaire contre les infrastructures de Turkstream sur le territoire de la Fédération de Russie. Nous rejetons et condamnons cela. Nous pensons que de telles actions ne conduisent ni à la stabilité ni à de bonnes relations interétatiques. C'est pourquoi nous serions heureux que, lorsque le cessez-le-feu sur le territoire de l'Ukraine sera en place, les questions de sécurité énergétique à l'échelle de l'Europe soient résolues de manière globale, de manière à ce que cela serve les intérêts des États membres individuels et de l'Union européenne dans son ensemble. La Turquie est très attrayante pour la Slovaquie, Monsieur le Président. Vous avez mentionné le chiffre de 300 000 touristes qui ont visité votre pays en 2024. Je pense que ce chiffre va augmenter après la période Covid, car chez nous aussi, le niveau de vie augmente. Le salaire moyen augmente et les gens ont de plus en plus de possibilités de passer leurs vacances à l'étranger. Je tiens à remercier toutes vos équipes qui offrent des services d'hospitalité, car nos touristes sont satisfaits de la qualité de leurs vacances chez vous. D'autre part, il est de notre devoir de chercher des moyens d'améliorer la connectivité aérienne entre la Slovaquie et la Turquie et de trouver davantage de destinations dans ce domaine. Monsieur le Président, nous aurons encore une discussion lors de la dernière partie de la journée d'aujourd'hui. J'ai tant de choses à cœur que nous aurions peut-être eu besoin de 3 ou 4 jours. Mais je vais essayer d'utiliser au maximum ces dernières minutes pour aborder des sujets qui m'intéressent particulièrement. Et donc, permettez-moi de saisir cette occasion pour répéter, devant les médias, devant nos chers amis et invités, mon invitation. Vous êtes à la tête de l'exécutif. Vous êtes à la tête de l'État. Pour visiter la République slovaque à un moment qui vous conviendra, je tiens à vous accueillir chaleureusement sur le territoire de la Slovaquie et à vous réitérer toute notre amitié, notre bienveillance, notre sincérité et nos relations pragmatiques, auxquelles nous aspirons tous ensemble. Encore une fois, un grand merci au nom de l'ensemble de la délégation slovaque. Merci beaucoup pour vos mots aimables. J'espère que lors de la prochaine occasion, nous pourrons visiter la Slovaquie. Permettez-moi maintenant de donner la parole aux membres des médias slovaques pour poser leurs questions. Qui aimerait poser une question en premier?
de la chaîne de télévision slovaque, de Mesto. J'aimerais vous poser une question à vous deux, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre Robert Fico. En ce qui concerne l'Ukraine et la guerre en Ukraine, vous avez mentionné qu'il faut chercher une paix juste. Si l'on considère actuellement l'état de cette guerre, quel serait le scénario le plus réaliste pour la fin de cette guerre? Et en ce qui concerne l'Ukraine, j'aimerais savoir, en ce qui concerne le transit du gaz, dans quel délai pourrions-nous discuter de la coopération pour que le gaz passe par Turkstream et par les routes balkaniques? Merci beaucoup. Chers amis et précieux invités, depuis ce matin, dès notre arrivée en Turquie, j'ai été témoin d'une atmosphère extraordinairement bonne. Mais en même temps, une atmosphère qui a sa dignité et son sérieux. Permettez-moi donc de répondre à cette dignité et à ce sérieux par des positions ouvertes. Je ne veux pas seulement avoir des positions formelles qui sont généralement déclarées. Pour moi, la poursuite de la guerre en Ukraine est inacceptable. Malheureusement, la Slovaquie est un petit acteur. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que le nouveau président américain, à qui nous adressons toutes nos félicitations pour son investiture, tienne aussi rapidement sa promesse de tout faire pour mettre fin au massacre en Ukraine dans les plus brefs délais. Et il faut le soutenir au maximum. S'il vous plaît, enlevons tous maintenant nos lunettes roses. Soyons réalistes quant au contenu de la paix qui pourrait être atteinte. Il est tout simplement impossible d'attendre, dans la situation actuelle, que la Fédération de Russie quitte les territoires qu'elle contrôle. C'est impossible. Il semble également que l'idée que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN soit désormais impossible. Et cela ne vient pas du gouvernement slovaque. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'UE parle ouvertement de l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien, qui devrait servir de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Une paix juste doit avant tout être celle qui convient aux deux parties. Une paix juste doit être celle qui respecte également les causes de cette guerre. Ce n'est pas moi, mais le président américain, Donald Trump, investi aujourd'hui, qui a parfaitement exprimé cela, lorsqu'il a évoqué l'administration Biden, affirmant qu'elle avait provoqué la Russie à utiliser la force militaire précisément en raison des discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je suis très préoccupé lorsque j'entends des déclarations du type « L'Ukraine est trop faible pour négocier la paix ». Et c'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, une organisation que nous respectons, et où nous sommes membres avec les États membres turcs. Alors je pose publiquement la question au secrétaire général. Combien de Russes, d'Ukrainiens et de civils doivent encore mourir avant que quelqu'un ait le sentiment que l'Ukraine est suffisamment forte pour négocier? Je suis pour un cessez-le-feu immédiat que M. Zelensky a absolument rejeté lors du Conseil européen à Bruxelles. Je rejette les positions de plusieurs États membres de l'Union européenne qui soutiennent la poursuite de cette guerre, car il semble que ces positions servent des objectifs géopolitiques que certains essaient d'atteindre, bien qu'ils n'y parviennent jamais. La stratégie adoptée pour l'Ukraine ne produit aucun effet. Tout ce que nous pouvons faire, c'est demander, pousser et prier les grands acteurs, et la Turquie est un grand acteur, pour qu'ils déploient tous leurs efforts pour initier des négociations de paix. La paix est un mot qui a disparu du vocabulaire de l'Union européenne. Je suis profondément désolé de le dire et je le dis avec la plus grande gravité. C'est pourquoi j'ai dit au président ce que j'ai ressenti lors de ma rencontre avec le président Vladimir Poutine. J'ai répété que la Slovaquie n'a pas d'ambition d'organiser un sommet au plus haut niveau. Nous avons un intérêt. Organiser des événements de nature pacifique à des niveaux inférieurs. Car un sommet au plus haut niveau doit se tenir dans un pays qui est absolument neutre sur cette question. Un pays qui n'a pas de lien avec la CPI. Je parle de la Cour pénale internationale. Vous savez, monsieur le rédacteur en chef, de quoi je parle. Je pense que la Turquie est un pays qui pourrait exercer une pression suffisante pour que ce sommet devienne réaliste. C'est ma vision de la guerre en Ukraine. Nous avons beaucoup discuté de cela avec le président. La deuxième question concernait le gaz. Monsieur le rédacteur en chef, nous respectons l'Ukraine. Nous la respectons en lui apportant une aide humanitaire et en lui fournissant des ressources, ce qui, si l'on le rapporte à la population et à notre puissance économique, constitue probablement la plus grande aide qui soit jamais fournie. Nous aidons l'Ukraine avec les livraisons d'électricité dont elle a besoin en cas de situation d'urgence. Nos citoyens en Slovaquie ont ouvert leurs maisons et leurs cœurs. Et ils ont accueilli des milliers d'Ukrainiens, dont beaucoup ont été pris en charge. Ces personnes sont aujourd'hui en Slovaquie et contribuent considérablement à la croissance économique de la République slovaque. Et nous sommes prêts à poursuivre cette collaboration dans cet esprit. Mais nous n'accepterons pas des décisions qui nous nuisent.
Et nous chercherons d'autres alternatives. Si donc le président Zelensky nous a informé qu'il ne permettra pas qu'un seul centimètre cube de gaz traverse le territoire ukrainien, peu importe s'il s'agit de gaz russe que nous achetons ou d'un autre gaz, nous ferons tout notre possible pour que la guerre se termine le plus rapidement possible. Nous sommes revenus à la raison, car le gouvernement slovaque rejette le rideau de fer, et en même temps, nous chercherons des alternatives. L'alternative qui nous a été proposée par le président est une bonne alternative. Vous savez que Turkstream, pour des raisons techniques, n'a pas de tuyau? Je vous prie de me corriger, si ceux qui en savent plus sur le sujet peuvent le faire. Un tuyau est destiné à la consommation domestique de la Turquie, et l'autre est destiné à permettre au gaz de continuer vers des pays comme la Bulgarie, la Roumanie. Et c'est ce tuyau, avec une certaine capacité, que nous pouvons utiliser. Bien sûr, les partenaires russes doivent entrer en jeu pour nous dire s'ils sont prêts à augmenter les volumes de gaz afin qu'ils atteignent le territoire de la République slovaque. Je tiens à remercier le président, qui a directement communiqué avec ses ministres, pour dire qu'ils parleront également avec les Russes pour savoir si cette alternative est envisageable ou non. Il n'existe pas, aime le rédacteur en chef, de droit européen. Il n'existe aucune décision de l'Union européenne qui interdise aujourd'hui le transit de gaz via l'Ukraine ou l'importation de gaz par d'autres moyens sur le territoire de la République slovaque. C'est pourquoi pour nous, c'est un sujet d'une importance vitale. Madame la ministre, vice-présidente du gouvernement, Šaková, a confirmé qu'elle sera probablement ici à Istanbul dans les prochaines semaines et qu'elle discutera de ces questions sérieuses. Je m'excuse pour la longue réponse, mais les questions étaient très complexes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie nous perturbe et nous bouleverse en ce moment. Cependant, ce combat entre les dirigeants nous perturbe aussi. Par exemple, la question du corridor céréales nous a perturbés, mais cela n'a pas pu être résolu. 30 millions de tonnes de céréales ont été transportées et c'est tout. En revanche, l'Afrique avec la Turquie. Toutes ces régions ont demandé du blé, mais nous n'avons pas réussi à transporter suffisamment de volume. Nous ne pourrons fournir que 30 millions de tonnes de blé. Et quand nous en avons parlé avec M. Poutine, il a dit qu'il était prêt à le fournir. Quand nous en avons parlé avec M. Zelensky, il a également dit cela. Et quand nous avons dit « donnez-le », nous n'avons pas pu l'obtenir. Bien sûr, M. Poutine a envisagé de fournir du blé à l'UE via ce corridor céréales, mais cela n'était pas son approche. Il y avait une telle idée. Il a accepté de fournir du blé directement aux pays africains plus pauvres. Et il a dit qu'il était favorable à leur fournir ce blé. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir les résultats demandés dans ce domaine. Nous continuons à y travailler. Notre ministre des Affaires étrangères a continué à négocier avec ses homologues à ce sujet. Concernant la question du gaz, qui est liée à celle du blé, nous avons également dit que si l'Ukraine cesse de fournir du gaz via son territoire à la Slovaquie, nous avons essayé par notre ministère de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir les négociations avec nos homologues. Et j'ai dit que nous devons envisager ce besoin pour la Slovaquie. Et mon ministre des Affaires étrangères en a discuté avec le ministre Lavrov ainsi qu'avec le président Poutine. Et j'ai dit que nous devrions essayer de résoudre cela. D'ici la fin de la semaine, la diplomatie sera ouverte et nous espérons pouvoir faire un pas en avant. Et nous avons entendu la nécessité du Premier ministre slovaque, nous l'acceptons et, en fonction de cette nécessité, nous prendrons les mesures nécessaires. Nous espérons que cela réussira. Maintenant, je donne la parole à la partie turque. Des questions de la TRT, de la télévision. Je voudrais poser une question au président. Le président élu Donald Trump sera inauguré dans les prochaines heures. Il va entamer son deuxième mandat en tant que président et dans ses récentes déclarations, il a mentionné à plusieurs reprises sa grande amitié avec vous et la puissance de la Turquie dans cette région. Et cette relation amicale étroite, comment pensez-vous qu'elle influencera les relations futures entre les États-Unis et la Turquie sous la présidence de Donald Trump? Et est-ce que la Turquie cessera de soutenir des organisations terroristes comme le PKK et d'autres? Il sera important de continuer ce qu'il a commencé pendant son premier mandat de 4 ans, car il a remporté les élections l'année dernière. Je lui en ai déjà parlé à ce sujet. Entre-temps, nous avons eu des discussions préliminaires. Et après l'inauguration, nous poursuivrons nos contacts de manière similaire à ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et nous insisterons sur le fait que lui-même a exprimé et insisté sur le fait qu'il mettra fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais quelle que soit la position turque, quel rôle la Turquie y joue, nous remplirons notre rôle. Nous ne sommes pas du côté de la guerre, nulle part dans le monde. Nous sommes du côté de la paix. Et en soutenant cette paix dans le monde, nous sommes convaincus que la solidarité entre les pays doit se poursuivre. Ainsi, tout bien vient toujours de la paix. Il n'est pas possible d'obtenir quoi que ce soit par la guerre. Et nous devons résoudre cela le plus tôt possible. J'espère que notre discussion avec le président Trump nous permettra de traiter ces questions et de prendre les mesures appropriées.
Et j'espère que le second mandat du président Trump sera bon et favorable pour toute l'humanité. Merci pour votre attention. Le discours du Premier ministre slovaque Robert Fico et les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan révèlent des dimensions profondes qui peuvent être traduites en leçons pratiques pour notre vie personnelle et professionnelle. Au-delà des enjeux politiques et géopolitiques qu'ils abordent, leurs interventions mettent en lumière des principes universels qui transcendent les contextes particuliers. 1. L'importance du dialogue et de la négociation. Le président turc insiste sur l'urgence de privilégier les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en appelant à un retour au bon sens. Cela nous enseigne que, face à des situations complexes, la patience et le dialogue sont des outils essentiels pour trouver des solutions durables. Dans notre vie personnelle ou professionnelle, cette approche nous rappelle qu'il est souvent plus productif de chercher à comprendre les besoins des autres et de trouver des terrains d'entente que de s'enliser dans des affrontements stériles. 2. La gestion proactive des crises. Le Premier ministre souligne l'importance d'anticiper et de réagir face aux crises, qu'il s'agisse du gaz ou des corridors céréaliers. Il démontre que chaque défi, aussi complexe soit-il, peut être géré avec une stratégie claire, une communication efficace et une collaboration active avec les parties concernées. Cette attitude proactive nous invite à ne pas rester passifs face aux difficultés. Dans notre vie, cela peut signifier établir des plans d'urgence, développer des compétences pour mieux gérer l'incertitude ou encore apprendre à négocier dans des environnements tendus. 3. L'empathie et la solidarité comme moteur d'action. Le Premier ministre rappelle que la Slovaquie a ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens, montrant un véritable exemple d'humanité et de solidarité. Ce geste va au-delà de la simple aide humanitaire, car il intègre également une reconnaissance des contributions de ces réfugiés à l'économie locale. Cela nous enseigne que la vraie force réside dans notre capacité à partager et à soutenir les autres. Dans nos vies, cela peut signifier offrir notre aide à ceux qui en ont besoin, reconnaître les talents des autres et construire des réseaux de collaboration fondés sur la confiance et le respect mutuel. 4. La vision à long terme et la neutralité stratégique. Le président turc, tout en affirmant son engagement en faveur de la paix, propose de positionner son pays comme un acteur impartial pour faciliter les négociations. Cette neutralité stratégique démontre une vision claire et une capacité à jouer un rôle de médiateur dans un contexte de tension internationale. Pour nous, cela peut se traduire par une capacité à rester objectif face au conflit, à identifier des opportunités même dans les situations complexes et à adopter une posture qui inspire confiance aux différentes parties. 5. L'engagement envers des valeurs universelles. Les deux leaders insistent sur l'importance de la paix comme valeur fondamentale et sur la nécessité de poursuivre des solutions pacifiques. Cela nous rappelle que, même dans les environnements les plus compétitifs, la recherche de solutions harmonieuses et éthiques est toujours préférable. Dans nos vies, cela peut signifier adopter une attitude d'intégrité, rechercher des solutions gagnant-gagnant et rester fidèle à nos principes, même face à des pressions ou des défis. En somme, ces propos mettent en lumière des qualités essentielles: le pragmatisme, l'humanité, la capacité à anticiper et résoudre des crises, et l'engagement en faveur de valeurs universelles. Ils nous invitent à cultiver ces principes pour progresser non seulement dans nos carrières, mais aussi dans nos relations personnelles et notre contribution à la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je voudrais avoir votre avis. Selon vous, quelles qualités humaines ou professionnelles sont essentielles pour servir de médiateur dans des situations de crise comme celle décrite par le Premier ministre Fico et le président turc? Pensez-vous que la paix durable peut être atteinte sans compromis, ou est-il nécessaire de faire des concessions importantes pour parvenir à un accord? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires et à participer à cette discussion enrichissante. Merci et à très bientôt.